Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est une annonce qui a de quoi surprendre en République centrafricaine alors que la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, avait juré de renverser le président Touadéra. Cette coalition vient d'enregistrer un sérieux revers. L'unité pour la paix en Centrafrique, UPC, le grand groupe armé du pays qui sévit notamment à l'Est, s'est engagé à quitter la CPC. Ce communiqué signé de son chef Ali Darassa et qui a été authentifié soulève nombre d'interrogations alors que les forces loyalistes ont décidé de repartir à l'assaut de tout le territoire national afin d'y restaurer la paix et la quiétude pour les populations. Le plus puissant groupe armé de Centrafrique décide de quitter le camp ennemi. L'UPC dit vouloir retourner au respect de l'accord de Khartoum et dit aussi penser aux affres de la guerre pour les populations. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette décision de l'UPC? Quelle influence ce départ annoncé de l'UPC pourrait avoir sur la CPC? Cette guerre civile qui sévit depuis 8 ans en Centrafrique va-t-elle enfin connaître son épilogue? Centrafrique, défection annoncée de l'UPC de la coalition rebelle, raison et impact sur la guerre civile, c'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous en plateau, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, bonjour. Bonjour monsieur Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise, Lamine Tissé. L'UPC décide aujourd'hui de se retirer de la coalition rebelle. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette décision, ce communiqué donc rendu public pour le moins inattendu? Évidemment, c'est toujours comme ça. Puisque moi, on peut mettre ça sous plusieurs angles, hein, d'autant plus que il y a deux forces majeures qui sont coalisées. Bozizé a un problème de leadership qui va forcément se poser. Quand on voit Bozizé la coalition des patriotes centrafricains, qui se met à la tête, et que cette coalition fusionne avec une autre force qu'on qualifie de puissance de feu. Et cela ne peut pas se faire comme ça, quoi. Cela doit se faire autour d'une plateforme d'action et d'un leadership clair et défini. Je crois que ce manque de leadership seulement peut créer un éclatement. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que quand j'ai vu Ali, c'est Darassa, je crois, hein, les arguments qu'il a annoncés, ce sont des arguments qui ne m'ont pas convaincu du tout, moi. D'autant plus qu'il dit qu'il a vu la souffrance des Centrafricains. Ça fait combien d'années les Centrafricains sont en train de souffrir? Ce n'est pas aujourd'hui. Et c'est de cette souffrance qu'eux, ils tirent leurs épingles du jeu. Je ne pense pas que ce soit la motivation. Peut-être qu'il y a le leadership qui s'est effrité. Parce que vous savez, Bozizé, c'est un général, un chef de guerre. Il ne peut pas être dans une coalition et être guidé. Il ne peut que guider. Donc, selon vous, cela peut s'expliquer par une guerre de leadership entre Bozizé et Ali Darassa? C'est ce que je pense. Je pense que ça, premièrement, ça peut être cela. Deuxièmement, ça peut être du fait que l'offensive du gouvernement est une offensive est décisive. Hein? Et que peut-être que les forces extérieures veulent en finir avec la rébellion. Ça peut être cela aussi. La peur d'une mort certaine? Non, pas d'une mort, mais d'une perte de leadership. Parce qu'en fait, je préfère aller me lier à mon ennemi si, par exemple, j'aurais une place de choix que d'être diffuse dans une coalition qui me détruit complètement. Alors, je crois que
Et même le fait de dire qu'il est parti avec toutes ses forces intactes, il ne pourra pas partir avec toutes ses forces intactes. Il y aura même des défections au sein de son mouvement, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. En fait, il y a parmi eux des gens qui sont mus par l'intérêt supérieur du pays. Mais il faut les compter au bout du doigt. Sinon, la majeure partie des gens, c'est l'intérêt. Vous recrutez des gens qui viennent se battre et vous les payez. Certainement, ceux que vous recrutez n'ont pas de travail. Ils n'ont que ça pour moyen de survie. Donc, le cœur n'est pas à cet endroit-là. C'est d'être je suis ou je ne suis pas. Alors, Emel Guérin, on voit donc l'UPC qui décide de façon surprenante le fait que Bozizé se soit déclaré coordonnateur de la CPC date de quelques semaines à peine. On sait qu'il y a un autre leader qui est passé de Via Trépa le 2 avril dernier. Aujourd'hui, l'UPC qui décide donc de quitter cette coalition-là, quels sont les éléments d'appréciation, selon vous, qui pourraient expliquer cela? D'abord, il faut comprendre un peu l'historique de l'UPC, Union pour la paix en Centrafrique, et son fondateur, Ali Darassa, est un Peul. Il estime qu'il fallait protéger les intérêts des Peuls. Les autorités centrafricaines le traitent d'expatrié, qu'il est un Nigérien. Les rapports de force ont changé depuis quelque temps. Vous avez évoqué la mort d'un autre rebelle, le patron des 3R, et Sidiki Abbas, qui est mort, même si ses partisans estiment qu'il est mort c'est d'une mort naturelle. Je crois que ce n'est pas l'avis de la MINUSCA qui affirme qu'il avait été blessé en novembre dernier. Voilà. Ali Darassa est en pleine incohérence, en plein oxymore. Parce que pourquoi il a repris les armes alors qu'il a été signataire de l'accord de 2019 à Khartoum? Tout à fait. Avec 14, il est l'un des 14 groupes armés de la Centrafrique. Et il dit aujourd'hui qu'il y a insécurité, pour des raisons de sécurité, des raisons de non-assistance humanitaire, la famille institutive, c'est pourquoi il reprend les armes contre le pouvoir légalement élu. Avec la mort de son collègue, et Sidiki Abbas, la peur a gagné les rangs. La dernière fois, l'ambassadeur russe au Centrafrique était sorti et Vladimir pour dire si Bozizé ne déposait pas les armes, il sera capturé, sera neutralisé. La menace, elle plane au-dessus de ces groupes rebelles qui ont perdu toutes les villes. Parce qu'au début, ils avaient occupé au moins les 70% du territoire centrafricain. Mais aujourd'hui, toutes les grandes villes qu'ils ont sont récupérées par les forces rwandaises, les paramilitaires russes, et puis la MINUSCA, qui a été renouvelée et qui a encore augmenté sa présence avec près de 12 500 soldats, c'est-à-dire soldats, policiers, gendarmes sur le territoire. Compris, oui. Et donc la contre-offensive est massive, est sérieuse et rigoureuse. Et donc il a compris, et la dernière fois, il y a une semaine, le président Arkan Touadéra a dit clairement qu'il ne veut pas négocier avec les groupes armés. Alors à partir de ce moment, il se dit, mais écoutez, c'est plus possible. Et il faut ça le rappeler, dit tout à l'heure, les rapports de force ont changé parce que les Rwandais sont très bien équipés, sont très bien armés. Ça surprend un groupe, vous avez dit le groupe le plus puissant du pays. Très armé, très armé. Dès qu'il dépose unilatéralement les armes, ça veut dire qu'il sent le danger venir et il ne peut pas faire autrement. Je pense qu'ils sont en perte de vitesse. Ça ne peut pas marcher parce que avec les stratégies mises en place aujourd'hui et par les Rwandais et la MINUSCA, avec surtout la présence russe, surtout la réponse russe, qui est remarquable sur le terrain. Je pense qu'il ne peut pas... Il va se retirer, certainement dans son pays, d'où il vient. Et parce que, vous savez, ce monsieur, après l'accord, c'est lui le premier à violer les accords de Khartoum. La MINUSCA avait dénoncé par son représentant spécial et Mankeur Ndiaye, le Sénégalais. Il avait dénoncé 50 à 70% de violation des accords. Chaque semaine, il y a au moins 50 à 70%
pas ce monsieur qui violait les accords. C'est lui qui a commencé par violer. C'est pas le président Touadéra qui violait les accords. Et donc aujourd'hui, qui dépose la traîne des armes, je crois qu'il lui reste beaucoup à faire parce que la contre-offensive, elle est massive et terrible. Alors, Lamine Cissé, on a l'impression que dans ce conflit, la peur a peut-être gagné les camps. Il faut essayer de sauver les meubles, ne pas perdre sa tête parce qu'il y a effectivement un leader rebelle qui donc est décédé il y a quelques jours. Ça forcément lance un message aux autres qui se disent si nous devons rester derrière Bozizé et partir tous 6 pieds sous la terre, n'est-il pas mieux de rendre les armes et de jouer les pacifistes? Oui, bon, vous avez dit au départ que c'est un peuple qui veut sauvegarder les intérêts des peuples. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est un handicap. Dans une mission de rébellion qui s'estime être une mission nationale, de libération nationale du pays. Alors, donc, mais il faut faire attention, hein. C'est pas la puissance de feu qui vient à bout de la rébellion, parce que la rébellion est une guerre asymétrique, qui n'est pas conventionnelle du tout. Et nous avons vu en Syrie, avec toute la puissance de la Russie en Syrie, jusqu'à présent, les djihadistes sont en train de faire mal. Dans un pays, quand la rébellion est rentrée, surtout il faut faire une étude géopolitique. Et plus de 300 millions d'habitants. Les populations centrafricaines ne sont pas nombreuses, font moins de 6 millions d'habitants. Mais combien de pays l'entourent? Et tous ces pays-là sont des bases arrières. À supposer qu'un seul chef d'État soutient Bozizé. Bozizé aussi a des soutiens. Hein. S'il a osé aller à ce niveau-là, il a des soutiens. Et ce que je comprends est que MINUSMA ou Rwanda, etc., les Rwandais peuvent peut-être penser qu'ils peuvent être éternellement restés en Centrafrique. Mais les Russes, les Français, etc., les missions des Nations Unies, on ne souhaite pas qu'ils soient éternellement restés en Centrafrique. Alors, si la rébellion, même si c'est une partie de la brousse qu'ils ont pris, déjà c'est un problème. Nous avons vu en Casamance les indépendantistes pendant 30 ans. Il a fallu qu'on change le chef de l'État en Gambie et qu'on change un chef d'État en Guinée-Bissau pour que le Sénégal puisse pouvoir vaincre cette rébellion. Alors donc c'est ça fondamentalement. Il ne faut pas qu'on crie victoire, qu'on pense que bon, que Ali pense que non. Je crois que c'est un guerre d'abord c'est un guerre de leadership. Je l'ai entendu parler des accords de Khartoum, mais les accords de Khartoum étaient là, il les violait. C'est-à-dire que c'est possible que la puissance de feu, elle a préféré changer de stratégie. Mais cette puissance de feu ne réglera pas le problème de la rébellion en Centrafrique. C'est pas possible. Il faut prendre les bases, les villes, etc. Mais la bourse, elle est vaste. Il y a la base arrière aussi. La rébellion, tant qu'elle est là, s'il veut nuire à un gouvernement, elle va toujours nuire. Donc moi, je crois que, quelle que soit la situation Touadéra, moi, je l'invite, peut-être, il voudrait tout simplement avoir une position stratégique beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable, avant de les inviter à la négociation. Mais il finira par les inviter à la table. Alors, vous pensez qu'il doit finir par négocier, mais visiblement, Faustin Archange Touadéra ne l'entend pas de cette oreille-là. Il dit, nous sommes prêts à discuter avec la classe politique, nous sommes prêts à discuter avec ceux qui veulent discuter, mais nous ne pouvons pas discuter avec des gens qui prennent des armes et qui s'en prennent donc aux populations civiles. On sait que l'UPC occupe quasiment tout l'est du pays, essaye d'extraire quelques minerais, fait quelques business et donc a les moyens et la surface financière qu'il faut pour s'armer, donc recruter. On sait qu'il n'y a pas que des Centrafricains qui font cette rébellion en Centrafrique. On a ouï entendre qu'il y a des Tchadiens, on a ouï entendre qu'il y a des Soudanais. Toutes les nationalités donc on sait qu'il y a tout ce business florissant là. Qu'est-ce qui fait que l'UPC aujourd'hui dit je veux retourner à un accord que j'ai moi-même pris le temps de violer tout le temps? Oui, j'insiste, les rapports de force ont changé. Et la MINUSCA est très active dans cette guerre-là. Les soldats vont au front. Enfin? Oui, bien sûr. Mais c'est ça, l'accord même de Khartoum leur demande cela. Les soldats
de la MINUSCA vont au front. Et cela, ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, ces rebelles sont en train de combattre une force multilatérale. Ça pose problème. Ce sera aussi aujourd'hui difficile pour Sassou Nguesso, Idriss Itno Déby, qui avait soutenu Bozizé en 2003, quand il avait pris le pouvoir. Tout à fait. À un moment donné, il a été lâché, ce qui a permis à la Séléka de venir le renverser en 2013. Il faut retenir une chose essentielle. Tout le problème aujourd'hui, à mon avis, de la Centrafrique, c'est le général François Bozizé. Pourquoi? Qu'il vous souvienne que la première élection démocratique de la Centrafrique a fait, on dirait que la Centrafrique n'aime pas les anges au pouvoir. On a connu Ange Philippe Patassé, on dit c'est Akash Touadéra. Bon, un Akash est plus fort qu'un ange, j'espère qu'il va rester. Et donc Bozizé, c'est lui qui a déclenché la première guerre civile de la Centrafrique. Un pays immensement riche, l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Pétrole, diamants, uranium, beaucoup de ressources minières de toutes les manières. Vous avez évoqué tout à l'heure moins de 6 millions d'habitants, c'est vrai. Et nous avions 70% de la population qui vit au seuil de la pauvreté, selon l'ONU. Mais c'est grave, c'est dangereux. Ça ne peut pas continuer. C'est vrai que presque tous les pays limitrophes de la Centrafrique, ce sont des pays en guerre, ce sont des pays où facilement les recrutements dans la rébellion peuvent se faire. Parce que Ali Darassa a dit, ok, tire-nous 50, 100, 20, ainsi de suite, mais rapidement, nous allons nous réarmer, nous allons faire d'autres recrutements. C'est vrai, puisqu'ils connaissent le terrain, puisque la MINUSCA, c'est des gens qui se regroupent, qui peuvent se demander rapidement, se regrouper, ils connaissent le terrain plus que les autres. C'est pourquoi j'insiste que les rapports de force ont changé, simplement parce que la stratégie mise en place par les paramilitaires russes est tout autre. Ils savent que c'est une guerre asymétrique. C'est vrai, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement est accusé de recruter des mercenaires russes. Mais c'est ça qu'il faut. Peut-être, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en face des gens qui sont prêts à mourir. Contrairement à la FACA, qui ne sont pas préparés. Qui a d'ailleurs subi plusieurs défections. Mais maintenant, depuis qu'il y a cette contre-offensive multilatérale, pluridimensionnelle, les rebelles ont reculé. Alors, dans le jeu démocratique, dans le principe démocratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque un pouvoir démocratiquement élu est attaqué par une rébellion, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'UPC est d'abord créé selon leur préambule même pour protéger d'abord les peuples. Et il se fait que ce monsieur, Ali Darassa, n'est pas centrafricain, il est nigérien. Ça pose un gros problème que des gens, parce que nous avons nos frontières, et ce problème, il est panafricain. Il faudrait que les pays limitrophes qui nous entourent cessent de militariser des forces qui attaquent les pouvoirs démocratiquement élus. Parce que c'est l'effondrement de la démocratie. Écoutez, le président Touadéra a été élu démocratiquement. Ah bon? Et la MINUSCA a soutenu le processus électoral en cours, enfin, qui a abouti à l'élection de Sassou Nguesso, a soutenu suffisamment. Il y a eu près de 5723 agents électoraux qui ont été déployés de la MINUSCA. 100 vols spéciaux opérés par la MINUSCA pour organiser ces élections. Et près de 50 millions de dollars dépensés par l'ONU. Et vous pensez que les élections n'ont pas été organisées? Ce n'est pas Touadéra qui a déclenché la rébellion. Et la rébellion a fait tout pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour perturber ces élections. Puisqu'il y avait la candidature de l'opposition normale avant que la rébellion ne s'organise, cette coalition, la CPC, ne s'organise en décembre 2020. Donc il y a une volonté d'aller en guerre, de massacrer les populations. Il y a plus de 60 000 déplacés civils. C'est ceux civils-là qui sont déplacés, qui sont tués. Je vous dis par exemple que Ali Darassa est sous sanction de l'ONU. Récemment, Human Rights l'a accusé de massacre massif. Bozizé aussi est sous sanction de l'ONU. Il y a une enquête en cours de la CPI actuellement. On attend les résultats. Alors, la Métissé, je voudrais vous demander, on voit la position de Bozizé, on va dire position centrale depuis son retour en Centrafrique. Il a déclaré sa candidature à l'élection, il a été écarté par le Conseil constitutionnel centrafricain, mais
Finalement, il a soutenu la rébellion. Finalement, il est revenu encore dire que son parti continue de soutenir le processus politique, veut discuter, mais lui-même, il quitte le parti, il nomme un président par intérim et qu'il rejoint maintenant la tête de la CPC. On voit plusieurs, je dirais, une gymnastique à la tête. Oui, je crois qu'il ne faut pas... La démocratie, elle l'est ou elle n'est pas. La démocratie, c'est le peuple qui détermine. La Centrafrique a fait une élection conventionnelle. Ce n'est pas une élection démocratique. Parce qu'à cette époque, 80% du territoire est occupé par la rébellion. Et nous avons vu le jour des élections, les gens n'ont pas pu sortir comme il faut pour aller... C'est dans certaines villes. Mais c'est cautionné par les Nations Unies. C'est même les Nations Unies qui amènent les gens à la CPI. Vous aviez demandé que cette élection n'ait pas lieu et qu'on discute avec les groupes armés. Non, ouais, à cette époque, j'ai voulu qu'on mette la balle à terre et qu'on essaie d'écouter tout le monde pour aller vers une élection consensuelle. Mais le processus a été maintenu aujourd'hui, oui, selon maintenu par la communauté internationale. À raison? Non, écoutez-moi, parce que quand on parle de démocratie, cette communauté internationale, il y a des pays normaux qui fonctionnent normalement, qui maintiennent un chef d'État. Un chef d'État qui vole les élections, ils le maintiennent. Ils le soutiennent, ils disent que tout ça marche bien. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas ces gens-là qui vont me donner, moi, une caution morale à une élection. Non. Non. Surtout ici, il s'agit de l'Afrique. Ils sont toujours partisans. Alors, il a tout à l'heure, là, il est en train de dire que la puissance de feu, tout ça, là, les mercenaires russes qu'on a, il faut que cela ait la bénédiction de la France. Parce que tout ce qui se passe en Centrafrique, depuis avant les indépendances, tout cet imbroglio, cette clivage entre les populations, c'est la France. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la France est toujours... Non, mais si la France n'est pas contente du pouvoir en place, c'est que la France va jouer le jeu avec la rébellion. Ça, c'est clair et net. Que ce soit en sourdine ou... Il ne faut pas vous attendre. Si la France, tout ce qui se passe comme ça, là, pense qu'il n'est pas... Il est écarté, vous pensez que Bozizé est sorti ex nihilo pour dire que... Non. Bozizé, un ancien président, il n'est pas ex nihilo ou bien parce qu'il a bande les muscles, il est très fort, il a l'argent, c'est pas ça. Il a des soutiens. Il faut faire très attention. Des soutiens dans la sous-région. Il a des soutiens, c'est fondamental. Je ne peux pas accuser tel pays ou tel pays, mais il a des soutiens. Et est-ce que la France est avec Bozizé ou la France est avec le président élu qui recrute des mercenaires russes? Ce qui veut dire que la France et la Russie, ils sont comme ça alors pour la Centrafrique. C'est ce qui est imaginaire, à mon humble avis, en connaissant le mode opérandi de la France. Alors moi, je pense qu'il faut aller avec... c'est un problème de géopolitique là où on est. Et les Centrafricains sont en train de se battre, mais chacun a des alliés derrière, ça c'est clair. Donc, c'est le jeu des alliances. Nous l'avons vu à un moment donné en Angola, où les Américains supportent l'autre Jonas Savimbi et puis les Russes. Ça s'est terminé par combien d'années de guerre? Quelquefois, on a l'impression que la victoire est de l'autre côté mais les autres aussi sont en train de s'organiser. L'offensive peut aussi sortir de l'autre côté pour dire, voilà, nous sommes... Alors, la position de Tundera, j'ai dit, c'est une position qui est stratégique et politique. Actuellement, là, il faut que je récupère le maximum pour dire, bon, venez, on va s'asseoir et poser. Mais je ne peux pas, dans la position militaire où je suis fort, et je dis, bon, il faut qu'il bande les muscles, je le comprends. Mais il finira par s'asseoir à la table de négociation. Avec tout le monde. Il finira. Parce que c'est le seul salut. C'est pas possible. Vous savez, ce n'est pas possible. Même la guerre mondiale a fini par quoi? C'est par se mettre à la table de négociation. Non. C'est aussi évident. Non, pas du tout. Il n'y a pas de négociation pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit, même la guerre mondiale a fini sur la table de négociation. Non, aucune négociation. Mais quand je dis table de négociation... Les nazis ont été vaincus, vous le savez. Non, mais vaincus. Mais après, les nations se sont assises. Les Nations Unies est issue de quoi? Non. La formation des Nations Unies. La paix leur a été imposée. Elle a été imposée aux nazis. Rien à faire. Au contraire, ils ont été jugés, vous le savez. Vous savez, le Nuremberg, et ça continue. Hein, ils ont été jugés.
Bien sûr que oui. Donc, selon vous, on ne doit pas... Le pays a été d'ailleurs divisé en deux. Une partie pour l'Occident et l'autre partie pour la Russie, qui a majoritairement gagné dans la guerre. Mais c'est ça la négociation. C'est ce que je dis. Le partage du monde. Du gâteau. Ça s'est fait par une négociation. Est-ce que les puissances qui ont gagné se sont battues entre eux? Non, justement, non. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'en fait, toute guerre finit par une négociation pour instaurer les éléments de paix. C'est ce que je veux tout simplement dire. La guerre, là, on parle de Centrafricains, etc. Il y a des forces étrangères qui sont impliquées. Mais la guerre mondiale, même l'Afrique a été là. Mais quelle est la part de négociation que l'Afrique a suivie? C'est les Nations Unies. Après la guerre mondiale, il y a eu les indépendances qui ont suivi. Parce que les Africains, on est bon. Donc nous aussi, on est des hommes. On peut aller tuer les Blancs. Donc on veut notre indépendance. Donc la guerre mondiale n'est pas terminée par une guerre. C'est terminé par une table de négociation. Les Nations Unies ont été renforcées et les puissances ont contrôlé les Nations Unies jusqu'à présent. Au niveau de l'Allemagne, ils ont divisé ça par deux. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, tout ça là, c'est à la suite, sur la table de négociation, que ça s'est fait. Après, l'Allemagne maintenant... Les vainqueurs ont négocié, pas avec les vaincus. Mais c'est la négociation, quelle que soit la situation. C'est pas par la guerre, mais c'est par la négociation. Emile Guéret, êtes-vous en train de soutenir le fait que le président Faustin Archange Touadéra ne doit pas aller à une table de négociation avec les groupes rebelles? Ça me pose un problème lorsque on attaque par les armes un gouvernement légalement élu, démocratiquement élu. Ça me pose un gros problème, un principe de démocratie. Parce que si nous ne respectons pas les principes démocratiques, nous allons fausser tout le jeu. Qu'est-ce que Bozizé reproche aujourd'hui à Touadéra? Qu'il a fait d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a été le chercher depuis 2008 pour être Premier ministre. Je suis d'accord. Mais ce monsieur, qui est le premier à mettre fin au processus démocratique en 2003, revient encore dans les mêmes conditions. Après avoir gouverné la Centrafrique pendant 10 ans. Près de 20 ans plus tard. Voilà. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant 10 ans, c'est maintenant il prend les armes pour le faire. Alors que lui, il a été aux affaires. Il sait ce qui se passe. Il connaît les rouages. Il connaît les vicissitudes du pouvoir d'État. Il ne peut pas aller chercher des armes aujourd'hui. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez donner de la légitimité à ceux qui prennent des armes pour tuer des civils qui sont majoritairement tués. Il parle de... Ali Darassa parle de famine. Mais la famine atteint qui? Les pauvres citoyens, les pauvres civils. Pas ceux qui sont au pouvoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Touadéra pouvait faire? Touadéra n'a pas le choix. D'abord, il n'a pas une armée performante. Le pays est sous embargo. Tout à fait. Des embargo armes. Sur les armes. Notamment. Alors il n'a pas de choix que de miser sur les Rwandais, la MINUSCA et les Russes. C'est ça. La France est un peu du temps. Je sais, la France arrive à jouer 12 jeux. Le secrétaire d'État et des affaires étrangères français, il était à l'investiture de Touadéra. Il a dit qu'il ne pouvait pas manquer, la France ne pouvait pas manquer, je le cite, ce moment important. J'estime qu'il a raison. D'ailleurs, les frappes aériennes ont été faites par les forces françaises, appelées ce show présidentiel. C'est-à-dire que les avions militaires, les avions de combat volent à basse altitude pour faire des frappes chirurgicales. C'est ça qui a décimé beaucoup. Les rebelles, ils ont reculé pour que les villes importantes puissent être récupérées dans les mains du gouvernement. Donc la France est présente sur le front. Sur le front. Je ne sais pas. On connaît la diplomatie française qui n'est pas toujours tranchée. Mais cette guerre civile lavée depuis plus de 8 ans est en train de tuer la Centrafrique, un pays très riche. Et donc, qu'est-ce que je dis aujourd'hui? Je ne peux pas négocier avec un groupe armé avec qui j'ai négocié déjà un accord. Qu'est-ce qu'il rejette dans l'accord de Khartoum? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'il a rejeté. Et ce monsieur revient pour dire, je suis solidaire, je m'engage à respecter l'accord de Khartoum. Mais il se fout de la population centrafricaine. C'est pas sérieux. Nous avons signé un accord. OK? C'est comme vous faites un mari avec une femme qui dit, non, je ne sais pas bien. Et puis elle revient encore et dit, non, je ne veux pas. Ça n'a pas de sens. Il faut ça. Ça pose problème. Et quand je vois quelqu'un comme Bozizé, un guerrier, un homme de guerre, qui n'a que ça dans la tête, moi, ça me gêne. Ça veut dire que ce monsieur, il veut juste le pouvoir. Qu'est-ce qu'il reproche à Touadéra aujourd'hui? C'est la question. Il a été démocratiquement élu en 2016. Et réélu maintenant, même si je comprends. Non, je comprends. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il ne réengage pas les élections pour entrer dans un vide juridique. Pour que l'opposition va exiger qu'il quitte le pouvoir. Commence par
descend dans la rue, ce sera très grave pour lui. Rébellion de l'autre côté, armée. Et puis, l'opposition qui descend dans la rue, il ne peut pas tenir. Il peut organiser les élections pour légitimer un tant soit peu son pouvoir et après aller aux négociations. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il a dit qu'il a déjà donné les instructions à son Premier ministre pour enfin, analyser les contours qui sont flous aujourd'hui, il faut l'avouer, d'un dialogue républicain, selon ses propres mots. Il parle de dialogue républicain. Alors, lorsque je prends les opposants comme ce Martin Ziguélé, qui ont été qui depuis des années n'ont pas pris des armes pour conquérir le pouvoir, qui font un combat démocratique d'idées et d'arguments, ceux-là, ils ne sont pas plus intelligents que les rebelles. Mais c'est avec ceux-là qu'on peut négocier pour réellement pacifier la Centrafrique, pour pacifier la Centrafrique et engager un développement certain et durable pour le bien de la population. Mais on ne peut pas tout le temps être assujetti. Quand un groupe se lève, il prend des armes, allez, on les négocie, on les fout au gouvernement. Même le gars de l'UPC, à un moment donné, il a vu un de ses militants entrer devenir secrétaire et à la présidence. Tout à fait. Donc il y a eu des gestes d'apaisement de la part de d'ouverture. Des salaires ont été versés à des gens qui ont pris les armes. Donc il devrait avoir déposé depuis les armes. S'il est sûr qu'il est prêt maintenant à respecter les accords de Khartoum, qu'il dépose totalement les armes et sans condition. Alors, Lamine Cissé, j'aimerais demander, est-ce que cet accord de Khartoum-là n'était pas perfectible? Pourquoi accepter de donner des prébendes, de distribuer les ressources publiques à des gens qui ont passé des décennies à tuer la population? Pourquoi? Voilà, c'est ça. Les accords sont complaisants parfois. Parce que ces accords-là, peut-être viennent que tout le monde soit content, quoi. Et que eux qui sont derrière les accords, qu'ils puissent trouver leur compte. Tu sais, dans les négociations autour des accords, etc., toujours c'est les intérêts qui sont en jeu. Les intérêts sont endogènes et exogènes. Nous n'avons pas une certaine indépendance pour la conduite réelle de notre pays. Et nos populations ne contrôlent rien. Si par exemple nous avons une population qui dit non, qui se lève, qui se met dans la rue, il n'y a aucune armée qui peut faire face à la population. Mais la population est manipulée, la population subit. La population est en train de subir. Alors, vous voyez, quand vous parlez de l'attaque d'un régime par une rébellion, vous êtes forcément contre. En principe, personne n'est d'accord avec ça. En principe. Bozizé a fait un coup d'État et Djotodia est venu lui faire la même chose. Mais la meilleure manière que les organisations internationales ont accepté Bozizé à son coup d'État et l'ont installé, c'est la même manière qu'ils ont négocié avec Djotodia pour lui dire il faut quitter. Ils ont chassé Idriss Déby, tout ça là, et ça a embrasé également le pays. Donc le pays n'est pas sorti dans cette spirale de coup d'État. Ok? Si par exemple, avec le coup d'État de Bozizé, l'ONU, les forces se sont dit non, ça ne se fait pas, peut-être que ça allait s'arrêter là. Mais ils l'ont installé. Mais un autre s'est levé et dit bon, moi aussi c'est possible. Je te dis, je le connais, on mangeait ici ensemble à Cotonou. Mais c'est-à-dire qu'il est inimaginable pour moi que ce monsieur-là aille prendre le pouvoir pour faire quoi? Quand il le disait, je le regardais, je disais, mais lui là, il s'amusait. Il riait, il disait, mais je l'ai vu, après, j'ai dit quoi? Donc en Afrique, une force quelconque peut se mettre derrière n'importe quelle personne pour lui faire accéder au pouvoir, pour juste atteindre ses objectifs. Mais c'est dangereux, c'était dangereux. Alors maintenant, Bozizé aussi a dit, bon, comme la rébellion, elle est là déjà. Parce que après Djotodia, mais le problème centrafricain n'est pas réglé, hein. C'était pas réglé. D'autres forces rebelles se sont organisées. Bozizé est venu dire que je veux participer aux élections. Ils l'ont écarté. La Cour constitutionnelle l'a écarté. Déjà, est-ce que ça c'est stratégique? Au lieu de permettre à quelqu'un d'aller aux élections, ne lui permet pas d'aller prendre les armes. En écartant Bozizé, on l'envoie aller prendre les armes. Mais il est sous mandat. Qui c'est? Quel mandat? Bozizé. Mandat d'arrêt international. Il y a un mandat d'arrêt international émis par la justice centrafricaine contre sa personne. Oui, mais d'accord. Les chefs d'État sont sous mandat international, on les invite, ils vont répondre, ils viennent. Il n'est pas encore condamné.
Donc on aurait dû non, mais lui quand permettre... même, si le sous-mandat n'est pas encore condamné, il est estimé innocent, mais qu'il aille aux élections, même s'ils vont voler pour lui prendre la victoire, mais qu'il sente au moins, si on m'a permis d'aller aux élections, il n'aura pas d'argument à partir de cet instant-là. Mais ce n'est pas le président Touadéra qui décide de qui va aux élections, c'est le juge constitutionnel qui, en toute liberté, a décidé... Nous savons comment ça se passe dans nos pays. La Cour constitutionnelle est couchée sous le perron du président de la République. Nos cours constitutionnels ne sont pas debout, ils sont couchés. On le sait. Comment ça se passe? Donc le processus électoral en Centrafrique n'était pas transparent. Mais si le président veut qu'il participe, il participe. Lamine Cissé, le processus électoral en Centrafrique n'était pas transparent? Qui, moi? Le processus électoral en Centrafrique. Non, je ne parle pas de la transparence. Je dis, l'organisation, pour moi, elle est légale, mais elle n'est pas légitime. Parce que ce n'est pas un suffrage populaire, comme la Constitution l'a dit. La Constitution n'a pas dit qu'il faut organiser sur une partie du territoire une élection pour élire un président. Ce n'est pas dans la Constitution. Mais on l'a fait au Burkina Faso. Ouais, mais on l'a fait au Mali. Non, attention. Au Burkina Faso, il y a un consensus. Il ne faut pas confondre. Au Burkina Faso, la classe politique a un consensus. Ils sont attaqués de l'extérieur. Le Burkina Faso, ce n'est pas les Burkinabés qui se battent entre eux. Le Burkina Faso est attaqué, il est victime du djihadisme. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas centrafricains, mais qui sont sur le territoire centrafricain. Non, je parle... Vidons le cas du Burkina Faso. Soyons d'accord au moins que Burkina Faso, on ne peut pas confondre cela avec Centrafrique. Burkina, la classe politique, consensuellement, sont d'accord. Ça n'a pas été imposé. Alors, Centrafrique, c'est les Centrafricains qui ont pris les armes pour dire je ne suis pas d'accord. Ils ont pris la rébellion, donc le combat est un combat politique qui est passé par les armes. C'est entre eux. Si 80% du territoire est occupé par les Centrafricains, on dit bon, il y a la rébellion qui est infiltrée, mais ceux qui se réclament, les chefs, ce sont des Centrafricains qui disent non, nous voulons qu'on aille à la table de négociation avant d'aller aux élections. Moi, je crois qu'il faut les accompagner jusqu'à ce qu'on sache que... Avec les armes? Non. Garder une arme dans une main et aller négocier de l'autre, comment c'est possible, Lamine Cissé? Mais c'est ce qui a été fait. Quand Bozizé a fait la rébellion, là, il avait les armes, là. Ils l'ont installé. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez... Cette communauté internationale, vous voulez le dédouaner. Il ne faut pas les dédouaner. Hein. Ils sont les premiers à détruire nos fondamentaux. Bozizé a pris les armes, les Nations Unies sont là, etc. Nous sommes dans une communauté internationale. Qu'est-ce qu'on a fait pour le dire que non, tu ne peux pas gouverner le pays avec les armes? Mais ils l'ont laissé s'installer, il a fait 10 ans. Une autre personne s'est levée et dit, moi aussi je peux. Il a pris les armes. Depuis lors, tout le monde prend les armes. Mais c'est dans cette situation-là où nous sommes aujourd'hui. Les Nations Unies sont incapables de gérer. Les accords de Khartoum ont permis à la mission onusienne, dans des cas exceptionnels, de prendre des armes et d'attaquer. Mais ils ne l'ont jamais appliqué. Bon, c'est maintenant qu'on se lève, comme la Russie est venue là. Parce qu'il ne faut pas que la Russie vienne nous damer le terrain. C'est une question de géopolitique. Ah non, non, nous aussi, il faut qu'on bande les muscles. Sinon, c'est ce qui a engagé la France. À vouloir, tu dis, il prend les avions et il tape. Mais il est obligé. Parce que sinon, on va lui prendre sa Centrafrique. Il pense que c'est sa Centrafrique. Alors, donc, moi, je dis, quand on analyse du point de vue, quelle est la cause, quelles sont les causes, quand on les analyse, et on situe les responsabilités, il ne faut pas mettre toutes les responsabilités sur les rebelles. La communauté internationale en est responsable. La France en est responsable. Parce qu'au lieu de régler un problème d'une façon durable, il ne fait pas ça. Vous avez parlé des accords de Khartoum. Mais il y a des éléments dans les accords, ce sont des éléments conflictuels. Ils n'ont pas été rigoureux. Juste tout le monde doit être content, quoi. Donc quand tu prends les armes, il faut contrôler. Maintenant, mon frère, il y a des régimes qui méritent qu'on les dégage par les armes. Des régimes dictatoriaux, criminels, sanguinaires, qui torturent le peuple, qui les tuent. Nous en avons vu. On a vu au Ghana. Rawlings, c'était salutaire. Nous avons vu au Bénin. La révolution Kérékou, c'était salutaire. Parce qu'en ce moment-là, le Bénin était dans une situation historique où il faut une alternative. C'était salutaire. Les armes ont servi à quelque chose. Ces armes ont permis à une conférence nationale apaisée. Ces armes ont permis un processus, etc., etc. En Guinée-Bissau, ils ont pris les armes pour se libérer. L'arme est utile quand on a un président qui est sanguinaire, un président qui pense que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga.
et que le peuple est embryonné, mais on prend les armes pour libérer le peuple, c'est possible. Oui, mon cher ami Lamine est en train de faire une confusion. Pourquoi? Il ne faut pas confondre la rébellion à une armée républicaine, à une armée légale. Ce n'est pas la même chose. L'armée nationale, l'armée républicaine, ce sont des compatriotes, ce sont des citoyens, comme nous. Et je vous dis, l'armée ou la police a le monopole de la violence. Pas les civils, qu'on va former, les enfants qu'on va former, on leur met la main, on dit tirer sur les civils. Et lorsqu'il y a coup d'État, donnez-moi des exemples, il y en a, ou des coups d'État meurtriers, d'accord. Mais là, aujourd'hui, la plupart de ces coups d'État, comme au Mali, vous l'avez vu, c'est 0 mort. Non, tu n'as pas parlé de rébellion. Tu as dit, je te précise, tu as dit, tu es contre qu'on prenne une arme pour attaquer un régime. Oui, nous sommes démocratiquement, je viens, démocratiquement élu. Donc tu as globalisé, tu as généralisé. Et moi aussi, j'ai intervenu en généralisant. Maintenant, si tu veux qu'on spécifie rébellion et armée nationale, là aussi c'est un autre débat. Oui. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Absolument, tout à fait. C'est très important. Lorsque cette rébellion, ces groupes armés en Centrafrique, fait beaucoup de victimes civiles énormes. 25 000 dans telle zone. La zone de l'Est, du Sud-Est contrôlée par l'UPC, c'est une zone extrêmement riche, très riche. Touadéra a été confronté à une situation où il avait promis, en 2016, en venant au pouvoir, qu'il ferait tout pour sécuriser la Centrafrique. Ce qui n'a pas été fait. Il n'a pas pu le faire en 5 ans. Il n'a pas pu le faire. Donc il était obligé d'aller, je peux peut-être dire que c'était une compromission à Khartoum. Et il était sous pression. Je vous dis, la situation centrafricaine, vous l'avez évoqué, est géopolitique, géostratégique. Pourquoi? D'abord un pays, je le rappelle, très riche, très riche. Si la France, si l'ONU et tout ce monde-là désertait la Centrafrique, eh bien, la Russie s'installait tout de suite avec l'appui des Rwandais. Il n'y a rien à faire. Et je pense que ce serait mieux d'ailleurs pour ce pays-là de faire au moins le break et d'accepter le retour de la Russie. Ce n'est pas nouveau. La Russie, on a vu quand c'était l'Union soviétique. Ce serait très mieux pour la Centrafrique, pour les pays africains, de commencer par redéfinir leur coopération, de commencer par penser avec qui nous avions envie de coopérer, avec qui peut être nos amis. Parce que... Eh bien, Guéry, y a-t-il pas un risque? Quel risque? Y a-t-il pas un risque de, je dirais, de quitter une puissance d'occupation, une puissance colonisatrice pour une autre en griffe? Il n'y a pas de risque lorsque ces puissances colonisatrices ont pillé tout le temps nos économies. C'est pas moi qui le dis, Jacques Chirac l'a dit de son vivant. Il a pillé tout le temps pendant des décennies les richesses africaines pour s'enrichir. Alors il faut continuer à négocier, à coopérer avec cela. Ce n'est pas possible. Lorsqu'aujourd'hui, ce n'est pas le Bénin qui fixe le prix du coton, lorsqu'aujourd'hui, ce n'est pas le Niger ou la Centrafrique qui fixe le prix de l'uranium, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe le prix du cacao, du café, le Ghana, ça ne peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête. Et c'est en cela que moi, le gars est sous embargo. Il n'a pas le choix. Et la France était là depuis quand la rébellion se levait. Ils ont le renseignement, ils n'ont rien pu faire. Et c'est maintenant quand la Russie est rentrée, même si le pouvoir officiellement dit que non, ce sont des instructeurs qui sont envoyés, on sait sur le terrain qu'il y a des mercenaires. Et parce que ces gens-là, ils ne refusent pas. Enfin, ils sont préparés à une guerre asymétrique. Et la force de frappe est là. Lorsque vous prenez les armes contre un pouvoir règlement élu, je dis règlement, ces élections, vous avez dit 6 millions d'habitants, il y a eu seulement, je crois, 1 800 000 inscrits sur les listes électorales en Centrafrique. Seulement 1 800 000. Et 700 sont allés voter. Enfin, selon les statuts de l'ANE, l'Agence nationale des élections en Centrafrique. Donc, et puis, la MINUSCA, selon l'une des représentantes, elle a dit il y a 46% des femmes inscrites sur les listes électorales. Vous voyez, dans nos pays africains, c'est les femmes qui souffrent majoritairement. Il faut les laisser s'exprimer. Et les opposants, les candidatures avaient été acceptées déjà avant le déclenchement de cette coalition, la CPC, qui a été, je crois, le 20 décembre, qui a été formée le 20 décembre. Donc il y avait déjà eu les candidats reconnus déjà.
c'était pas déjà, le territoire n'était pas occupé à 70% en ce moment-là où les candidats étaient retenus. C'est vrai, ils avaient encore quelques poches de résistance, quelques bastions, mais dès que la coalition a été réalisée, effectuée, il y a eu une avancée terrible pour occuper jusqu'à 70-80%. Dans ces conditions-là, vous voulez que le président fasse quoi? Qu'il recule, dit non, je ne peux pas organiser les élections, il faut attendre, il va rentrer dans une illégitimité, c'est pas possible. Il faut comprendre les contextes dans lesquels il était obligé d'aller aux élections. Maintenant, non, je ne peux pas comprendre. Ils lui ont organisé les élections. Ok, il y a pas c'est pas grave. La souveraineté n'est pas là. C'est pas grave, mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un, moi j'ai vu en 2002 ou quelques années auparavant, Marie Le Pen, qui n'a pas obtenu des parrainages. Mais il peut arriver que vous ne soyez pas accepté pour une élection. Ce n'est pas pour ces raisons qu'il faut aller prendre des armes. Il y a le combat démocratique. Mais il y a beaucoup... Mais ça n'a pas de sens. Moi, je ne peux pas permettre, je ne peux pas accepter, je ne peux pas donner ma caution à quelqu'un qui va prendre des armes parce qu'on l'a empêché d'aller aux élections. La vie ne s'arrête pas là. Il faut voir, lorsque je prends les armes pour organiser une rébellion contre un pouvoir, avant d'en arriver là, regardez le nombre de civils, le nombre de civils qui sont morts dans ces pays où il y a des rébellions. C'est énorme. C'est pas possible. Et donc, M. Johannes a évoqué les élections dans certains pays et à moitié occupés. Mais on a vu, même s'il y a consensus, c'est à cela qu'il faut appeler les opposants. Il fallait comprendre la situation, être patriote, sauver le pays. C'est le pays qui est attaqué par des rebelles qui tuent vos compatriotes civils en plus, qui tuent les femmes, qui tuent les enfants, qui recrutent des jeunes, des enfants pour les armer. Ces opposants auraient dû, bien sûr, j'ai entendu Martin Ziguele a dit que selon les informations qui lui étaient parvenues par ces militants à l'intérieur du pays, qu'il y a des exactions commises par les paramilitaires russes et la MINUSCA. Mais j'ai rigolé. Donc lui, il a des représentants qui lui donnent des informations à l'intérieur du pays. Et il dit qu'il ne peut pas avoir élection. Mais c'est pas possible, ça. Ça n'a pas de sens. Ces opposants sont incohérents. Et je suis sûr que quand quelqu'un aime sa nation, son pays, il ne peut pas cautionner une rébellion. Je n'ai pas encore entendu ces gens-là monter au créneau officiellement pour dénoncer ce qui se passe, pour fustiger le fait que Bozizé tue des civils, que Bozizé occupe le territoire parce qu'on l'a dit, la Cour constitutionnelle a refusé qu'il ait une gestion. Et quand lui était aux affaires, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait pareil. Et pire même. Donc, pour ma part, Bozizé est le problème. Le vrai problème de la Centrafrique. Il est toujours là pour faire barrage au processus démocratique. C'est vrai que depuis 1983, il est actif sur le terrain de l'instabilité dans le pays. On va pas... Et Ali et les autres, ils ne sont pas des problèmes. Mais oui, justement. On dit la plus grande puissance de feu. Alors, est-ce que c'est Bozizé qui l'a fait? Lamine Cissé, j'aimerais avoir votre lecture par rapport à la position d'Emile Guérin. Oui. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que beaucoup d'Africains, beaucoup de gens voient d'un bon œil le fait que la Russie s'installe, le fait qu'il y ait des Russes qui aillent partout. Moi, j'aimerais avoir votre lecture par rapport à la position de la Russie aujourd'hui en Centrafrique. On a vu un ambassadeur russe qui répond à des rebelles. Est-ce qu'il n'est pas en train de se substituer aux autorités? Vous savez, la Russie n'a jamais été colonisatrice. Jamais. Et la Russie ne sera jamais colonisatrice. La Russie est dans la dynamique aujourd'hui de coopération. La Russie était dans le domaine, il était dans le domaine avant l'implosion de l'URSS. La Russie était dans le domaine de la coopération pour libérer les peuples opprimés. Mais il le faisait. Vous savez pourquoi la Russie est tombée? La Russie le faisait sans contrepartie. C'est lui qui donnait toute la logistique, qui mettait son argent. Il ne pouvait pas continuer à le faire sans contrepartie. Les autres venaient vous aider pour dire je te soutiens, par exemple, que Dieu nous en garde que tu sois Savimbi. Qu'ils disent à Savimbi, bon, je t'arme, etc., mais voilà les intérêts. Savimbi lutte pour les Américains pour contrecarrer un régime qui est pro-russe à cette époque-là. Mais la Russie
il est dans une dynamique de globalisation, de mondialisation, puisque il s'est renfermé après l'implosion, les autres pays sont partis et il est devenu très puissant. Maintenant, il utilise la tête. Je viens me battre, mais dans un cadre de la coopération, mais pas dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, mais pas dans un cadre de domination et de colonisation. Donc on continue. Alors que les autres pays colonisent, dominent, exploitent. C'est là toute la différence. Donc la Russie est meilleure. La Russie vient en sincérité. La Chine, d'ailleurs, regardez la Chine. La Chine ne vient pas dans un pays pour savoir si tu es démocratique ou tu n'es pas démocratique. Les Russes sont-ils sincères? Non, mais justement, ils sont c'est-à-dire que la Russie n'a colonisé aucun pays au monde. Aujourd'hui... C'est la sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie ne peut pas être dans une dynamique comme la France le fait, ou comme parce qu'ils sont aux antipodes historiquement, ils sont aux antipodes de ce que les autres font. Mais ils viennent dans un cadre de la coopération. Qu'est-ce que la Russie... Si ce n'est pas la Russie, la Syrie est déjà chaotique. Si ce n'est pas la Russie aujourd'hui, on ne parlera plus de l'Irak. Si ce n'est pas la Russie aujourd'hui, d'autres pays n'existeraient pas. Aujourd'hui, regardez la coopération que l'Iran a signée entre lui, la Chine, la Russie, ce pôle-là. Mais c'est énorme. C'est parce que ces peuples-là ont été persécutés par l'impérialisme. C'est pourquoi je dis la Russie est dans une dynamique de libération, mais en sincérité. Alors aujourd'hui, la Russie sur son terrain, tu es beaucoup plus à l'aise avec la Russie que la France, parce que on se pose, mais la France, ils cherchent quoi en réalité? Mais les Américains là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce qu'il faut absolument, ils lient tous leur coopération, leur aide, ils lient toujours à leur intérêt. La France n'a que des intérêts, mais n'a pas d'amis. Qui a dit ça là? C'est un grand dirigeant français. Et c'est ça la réalité. Et nous avons été colonisés, sucés. Jusqu'à présent, on est en train de sucer notre sang. Que doit faire... Voilà, maintenant, ce que je voudrais dire là. Mon frère, vous savez, vous vous étonnez dans cette partie du monde là qu'il y ait coup d'État, tout ça là. Mais le pays qui est à côté là, ils ont fait plus de 28 fois coup d'État. Il faut attaquer maintenant aujourd'hui le président de la République populaire du Congo. C'était la République populaire du Congo, Denis Sassou Nguesso. Mais il est passé par un coup d'État. Il a été victime d'un coup d'État. Et il y a près de 28 fois de coup d'État dans ce pays-là. Avant que ce pays-là ne soit stabilisé, et aujourd'hui stabilisé par un homme qui a fait plus de 30 ans maintenant, là, qui est au pouvoir. Est-ce qu'il faut rester un homme pendant plus de 30 ans au pouvoir? Nous avons vu la RDC et le Nord Kivu à l'Est. Mais c'était un massacre qui se font là-bas, autour de l'intérêt. Mais on a les Nations Unies là-bas. Ils ont réglé quel problème? Au contraire, ils sont en train de régler le problème. Parce que quand vous prenez pendant plus de 20 ans, ces gens-là sont sur un territoire. Et il faut évaluer combien cela coûte. Est-ce que cet argent-là ne va développer toute la Centrafrique? Toute l'Afrique du central? Si. C'est pourquoi j'ai dit, situons un peu les responsabilités. Tu vois, nous sommes dans un système de gouvernance des Nations Unies, mais ce système de gouvernance des Nations Unies est d'abord déséquilibré. C'est un système de gouvernance partisan. Le droit de veto, c'est 5 pays qui l'ont. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas la force. Vous voulez voter quelque chose? Quand ça vient à ce niveau-là, un seul pays peut dire non, on ne le pratique pas, on ne le fait pas. Il faut s'attaquer à cela d'abord. C'est eux qui sont en Centrafrique, c'est eux qui sont ailleurs. Ils ont quel intérêt? C'est là où tout le bas blesse. Si par exemple la gouvernance mondiale, économique et politique était équilibrée, tant soit peu, et qu'on laisse au peuple de s'exprimer librement, nous pouvons avoir de l'espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, notre combat devait être un combat endogène. Nous ne comptons pas sur tel. Si les Centrafricains eux-mêmes ne s'assoient pas pour régler le problème et de s'entendre là, il faut savoir que cette division-là va s'installer durablement. Parce que ceux qui viennent vous aider là, les 90%, ils viennent pour leur intérêt. Ils ne viennent pas pour aider le peuple. Mais prenons conscience et ça finira. Ça finira. Toi, tu es un panafricain. Un panafricain convaincu, ça je le sais. Mais tu sais qu'autant que moi, que les mentalités sont en train d'évoluer positivement, que la compréhension est en train d'habiter et que par le système, nous avons formé des millions de jeunes diplômés qui sont sans emploi
qui savent que nous n'avons pas d'emploi parce que voilà la géopolitique, voilà ceci, voilà les causes profondes. Mais ils vont se battre contre ces causes-là. À Dakar, ça a explosé. Hein? Personne n'attendait qu'à Dakar. Nous, on n'a pas pris les armes. On ne prendra jamais les armes à Dakar. Mais nous allons prendre nos mains là pour dire aux dirigeants véreux là de quitter, de placer la planche. On est prêt à nous sacrifier pour ça. Les peuples iront vers là pour dire nous voulons des dirigeants qui dirigent pour le pays, pas des dirigeants qui dirigent pour les autres et pour eux-mêmes. C'est dans cette dynamique où nous sommes. Alors la Centrafrique, quand on veut faire une comparaison sur le plan de l'évolution démocratique, les pays de l'Afrique centrale sont en retard par rapport aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un retard criard. Ils sont encore dans une dynamique de dictature, de président 30 ans, 20 ans. C'est là-bas où tu vois. Gabon, Congo, etc. C'est là où tu vois. Mais les peuples sont en train de s'éveiller. Ils vont se libérer. Parce qu'en fait, l'Afrique de l'Ouest est en train de se libérer de ces goulots d'étranglement-là. Le peuple de l'Afrique de l'Ouest est en train de se battre. Et ça va faire tache d'huile, c'est clair et net. On ne peut pas continuer à opprimer le peuple tout le temps. Parce que le peuple, un esclave, à un moment donné, il prend conscience que celui qui pense que je suis esclave, il n'est pas mieux que moi. Alors, Emile Guérin, un groupe d'experts de l'ONU parle de graves violations de droits humains. On accuse donc des paramilitaires russes qui sont donc en train de combattre cette rébellion aux côtés des forces armées centrafricaines. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire attention à cette coopération-là? Parce que personne ne sait exactement qui sont ces gens-là, leur nombre dans le pays. Je veux parler des paramilitaires russes, on parle de groupes type Wagner, on parle de plusieurs sociétés privées qui emploient donc du personnel, qui sont donc déployés dans ce pays-là. On sait qu'il y a beaucoup d'armements qui sont venus, il y a des hélicos de guerre qui sont sur le terrain. Tout le monde sait que quand la Russie se déplace pour un conflit, eh ben, elle ne vient pas avec des cacahuètes. On sait ce qu'il y a sur le terrain aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'on ne doit pas faire attention à ce qu'on déploie sur le terrain? S'il n'y a pas des risques, qu'il y ait des dommages, de ce type de dommages-là, comment les éviter? Ce sera votre dernière question. Oui, ce sera très difficile puisque nous sommes en face d'une guerre asymétrique. Et donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on n'observe pas ces choses dont je ne peux pas les dédouaner. Et Yelena Parak, qui a dirigé ce groupe de contact de l'ONU, a fait ses recommandations, enfin, a fait une investigation dans le sens qui est confidentielle. Et c'est vrai qu'il a envoyé les détails aux concernés qui ont 60 jours pour se prononcer. Après ça, cette enquête pourra être révélée au grand public. Donc on attend d'ici juin. On verra ce qui va se passer. C'est normal, puisque ce sont des mercenaires, ces groupes-là. J'ai même appris une organisation des officiers pour la sécurité internationale, COSI, dirigée par les Russes, qui ça veut dire, quand vous parlez, vous entendez sécurité internationale, je pense que là vont beaucoup agir, surtout dans les pays africains où il y a beaucoup de richesses. Et je note pour ma part que au sein de l'ONU, comme vous l'avez dit, ça ne va pas. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais la puissance militaire de la Russie fait qu'on ne peut pas lui dire certaines choses. Et donc, je regrette aujourd'hui, c'est pourquoi je regrette toujours que le pacifiste Bontin, paix à son âme, Nelson Mandela, ne nous ait pas entretenu et gardé la bombe atomique en Afrique, parce que ce sera une force de négociation. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que nos armées, je dis nos armées régulières, seront beaucoup plus présentes dans le jeu politique de demain. C'est ce qu'on espère. Mot de fin, rapidement. Non, mot de fin, je voudrais qu'on aille voir en Palestine, en Irak, en Iran, en Afghanistan, en Libye. Il y a beaucoup de choses. Et chercher à voir quelles sont les implications en matière de droits humains. D'accord, on vous aura compris, vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous, Emile Guérin. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir été là. Cette émission donc était consacrée à la Centrafrique. À bientôt pour notre numéro de votre émission.
superbe question.